souvenir quand même que l'année dernière, et vous l'avez vécu, hein, il y a le ministre de l'Éducation nationale qui, le jeudi, a dit il n'y aura pas de confinement, les lycées resteront ouverts, et le lendemain, le vendredi, le lycée fermé. Hein. Donc, il faut être prudent. Voilà, alors. Oui, oui, c'est du contrôle continu. Ah non, oui, alors, c'est du contrôle continu. C'est-à-dire que chaque épreuve est reliée à son coefficient normal. Donc on prend la moyenne de physique, on met coefficient 16, on prend la moyenne de, pour la plupart d'entre vous, de maths, on met coefficient 16, ou la moyenne des spécialités. Voilà, la moyenne de philo, coefficient 10, le grand oral est enlevé, enfin tous ces trucs-là. Oui, c'est ça l'idée. C'est le principe du contrôle continu. Euh, voilà. Ah, oui. Ah, je pense rien du tout. Là, pour le coup, c'est ce que je vous ai dit. Hein, il y a 6 mois, le ministre disait le jeudi que les lycées resteront ouverts, le vendredi, c'était fermé. Alors, comment voulez-vous prévoir quelque chose dans des conditions aussi aléatoires? Je peux rien. Il me paraît, mais avec beaucoup, beaucoup de prudence, il me paraît probable qu'on reste sur le demi-groupe. Parce que quand je vois évoluer la courbe de contamination, on était à 25 000 avant-hier, donc on est alors avec une grosse variabilité. Euh, Moi, j'attends de voir la semaine prochaine parce qu'il faut 15 jours pour que le virus se développe bien. Et c'est que la semaine prochaine qu'on verra les conséquences du relâchement des vacances. Donc on verra comment ça va évoluer. Mais voilà, moi, du sens, voilà, au moins rester en demi-groupe. Mais concernant les épreuves, j'ai vraiment aucune idée. Ils tiennent, beaucoup à ce que vous restiez au lycée, ne serait-ce qu'une semaine sur deux. Et ça, quelque part, vu ce qui s'est passé l'année dernière, c'est assez logique. Ils tiennent aussi beaucoup à ce que les notes de bac rentrent dans Parcoursup, de manière à ce qu'il y ait une direction pour rendre les choses égales interlycées. Parce qu'ils savent très bien qu'en fonction du professeur, vous n'avez pas les mêmes notes, donc pas les mêmes moyennes, ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas les mêmes compétences. Ah, euh, voilà, pour faire un peu simple, j'ai tendance à être plus dur que d'autres professeurs, ça je sais, donc ça veut dire que vos moyennes sont plus basses. Dans le cadre de Parcoursup, ça joue sur peu de choses parce qu'ils travaillent plus avec le rang de l'élève dans la classe. Hein. Mais il y a aussi, j'ai appris ça enfin avant les vacances, les notes influent quand même un petit peu. Alors, il semblerait qu'il y ait plusieurs algorithmes. Il y a des algorithmes, ministériels, et ensuite, il y a par exemple des classes prépa ou des facultés, non pas qui recrutent de manière sélective parce qu'ils n'ont pas le droit, mais qui recrutent quand même à un nombre de places limité. Donc, il y en a des facs qui préfèrent faire leur algorithme à elles. Et pour l'instant, ces algorithmes sont inaccessibles au grand public. Donc, on ne sait pas les critères. Et quand je dis au grand public, ça inclut aussi les conseillers d'orientation. Ils ont quelques informations de plus que nous, mais quand je discute avec M. Loisel ou Mme Badaglia, l'écart est minime. Donc ces algorithmes, pour l'instant, ils devraient être rendus publics, mais ce n'est pas encore le cas. Voilà. Donc, et en ce qui concerne, par exemple, le bac, si effectivement ça se fait en contrôle continu, il faut un lissage. Et il y a quelque chose qui est prévu pour ça. Il y a une commission, on appelle ça une commission d'harmonisation, qui prend les notes des différents lycées et qui vérifie qu'il n'y a pas de gros écarts avec une moyenne nationale. Et donc, s'il y a des écarts bas, on rehausse les notes. S'il y a des écarts hauts, on rabaisse les notes. C'est ce qu'ils font très régulièrement en EPS, par exemple. Donc, voilà à peu près où on en est. Pas d'autres questions? Alors, on continue. On était sur le troisième paragraphe de vitesse de réaction, vitesse volumique de réaction, et même si je vais être plus précis, vitesse instantanée volumique d'apparition d'un produit ou vitesse instantanée volumique de disparition d'un réactif. On a vu qu'il y avait deux courbes qu'on va démontrer mathématiquement tout à l'heure. La première courbe, c'est la courbe d'apparition d'un produit.
Et comme on travaille sur des vitesses volumiques, c'est parce que je me limite aux réactions chimiques en solution aqueuse, on travaille avec l'évolution de la concentration d'un corps en fonction du temps. Et dans le cas des réactions qui m'intéressent, on obtient ce que moi j'appelle, le terme n'est pas forcément très très bon, mais une exponentielle inverse, c'est-à-dire une augmentation de la quantité, de la concentration de mon corps, assez rapide au début, et puis qui ralentit de manière à obtenir une asymptote horizontale correspondant à la concentration finale. On a vu la même chose pour les réactifs. Je ne m'embête pas pour les réactifs en savoir si c'est limitant ou pas limitant. Je vais prendre limitant. Dans les deux cas, de toute manière, c'est les mêmes mathématiques. Donc la concentration des réactifs, elle, décroît au cours du temps, mais décroît avec une courbe qui est symétrique. Donc, on associe avec une asymptote horizontale qui est à 0 et une quantité initiale qui correspond à la quantité, une valeur numérique de départ qui correspond à la quantité initiale de la concentration de mon réactif. Les deux courbes sont symétriques. À vous rappeler, c'est parce qu'il faut faire disparaître un réactif pour faire apparaître un produit. Donc les deux courbes sont reliées mathématiquement par ce que j'avais appelé les proportions de l'équation bilan. Donc que ça ressemble à ça à l'envers, c'est normal. Oui. Ah, attention, j'avais fait deux choses. J'avais commencé par vous présenter les courbes dans le paragraphe grand 2, et là c'était l'évolution temporelle de la quantité de matière. Par contre, pour ce qui est des vitesses de réaction, et moi c'est ça qui m'intéresse là-dedans, j'ai pris les vitesses volumiques parce que je ne m'intéresse qu'aux solutions aqueuses. Et donc dans ce cas-là, je prends la concentration parce que tout simplement dans les solutions aqueuses, c'est la concentration qu'on a le plus facilement dans nos équations. Et d'autre manière, la forme des courbes est la même. Après, les valeurs bien sûr changent, puisque ce n'est pas les mêmes unités. Mais la forme des courbes reste la même. Alors, ça on a déjà fait. Ce qui m'intéressait, c'est la vitesse de réaction. Et donc, vous vous rappelez, la valeur de la vitesse de la réaction, c'est le coefficient directeur de la tangente. On a dit le coefficient directeur d'une droite. Donc, je vais faire ça à main levée, même si ce n'est pas tout à fait parfait, à faire gagner du temps. La tangente à la courbe à l'instant t égale à 0, je la trace, ça me donne quelque chose comme ça. La tangente à la courbe à cet instant-là, si je la trace, ça me donne quelque chose comme ça. Et puis quand j'arrive à proximité de mon asymptote horizontale, je vais avoir une tangente à la courbe qui est quasiment l'asymptote horizontale. Là ici, j'ai pris un point, on n'est encore pas tout à fait sur l'asymptote. Là, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir que finalement, au fur et à mesure que le temps passe, la tangente à la courbe, quelque part, a tendance à s'horizontaliser, même si le terme n'est pas très 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 bon. Elle évolue en étant de moins en moins pentue. Comme le coefficient directeur mesure justement l'inclinaison de la droite par rapport à l'axe des axes, plus la droite correspondant à ma tangente est inclinée, plus la valeur de mon coefficient directeur est grande. Ça c'est bon pour tout le monde ça. Le y égale à x plus b, plus a est grand, plus ma droite est inclinée en direction de l'axe des y. Ça va ça? Autrement dit, on voit bien ici quelque chose qu'on devinait avec l'évolution de la courbe. Plus le temps passe, plus la vitesse de réaction diminue. Ce qu'on avait déjà remarqué avec le paragraphe en 2 en disant que plus le temps passe, plus la courbe se rapproche de la asymptote horizontale, donc moins ça réagit. Mais avec la vitesse de réaction, ça me donne ça. Ce qui veut dire que quand vous voulez comparer des vitesses de réaction chimique, il faut bien faire attention à savoir quand est-ce qu'on prend la valeur numérique. Parce que quand on dit par exemple qu'une réaction va plus vite qu'une autre, c'est peut-être vrai que temps t égale à 0, c'est pas forcément vrai ici. Donc dans la comparaison des courbes, il faut faire attention où vous prenez votre tangente. Sachant que la vitesse de réaction est la plus grande, à t égale à 0. Deuxième chose, si je prends mes produits, mes réactifs de la même réaction chimique, comme je vous ai dit que les deux courbes étaient inverses l'une de l'autre,
Ça veut dire que si je prends mes tangentes au même moment, je vais avoir le même type de valeur. À condition, bien sûr, que les coefficients stoichiométriques soient égaux. Donc, si je trace ma tangente ici en t égale à 0, je vais avoir finalement la même valeur du coefficient directeur ici que là. C'est logique, ça? Ça se ressent, c'est de droite, là? Oui, monsieur Carabat? Ouais. Vous les mettez où vous voulez. Ouais. Pour chercher les points, pour calculer les coefficients, si vous prenez ce point-là, bah, c'est une bonne idée. Parce qu'au moins, on est sûr qu'on connaît la valeur du y. C'est pas une obligation, mais c'est vrai que c'est pas mal. Oui. Ouais. Vous faites au mieux. C'est pas gênant. Ah, ouais, je veux dire, si j'ai un truc qui a cette tête-là. Bah, si vous avez une valeur à déterminer ici, bah, c'est facile. Puisque c'est plat. C'est le coefficient directeur de votre asymptote horizontale. Et puis sinon, bah, on fait comme d'habitude, même si c'est moins facile. Alors, regardez là, je vous dis, on obtient les mêmes vitesses. Et je vais insister sur une chose dont on a parlé lundi, hein, mais c'est vraiment important, c'est pas la même droite. Pourquoi? Ben parce que celle-là, vous voyez, c'est une droite qui monte en allant vers la droite, alors que celle-là, c'est une droite qui monte en allant vers la gauche. Je suis clair dans ce que je raconte là? Alors, pourquoi j'ai quand même la même valeur de vitesse? Eh bien, rappelez-vous, hein, les produits, leur quantité augmente au cours du temps. Donc la variation de leur quantité est positive. Mais les réactifs, leur quantité diminue au cours du temps. Donc la variation de leur quantité, elle est négative. Donc ici, j'ai un coefficient directeur de droite qui est positif, mais là, j'ai un coefficient directeur de droite qui est négatif. C'est pour ça que je vous ai dit que la formule donnant la vitesse de disparition d'un réactif, c'était moins la dérivée de la concentration par rapport au temps, ou si vous préférez, moins YB moins YA sur XB moins XA, le moins étant là, parce que la valeur numérique que je trouve est négative, et que moi je veux que les vitesses soient positives. Ne serait-ce que pour pouvoir dire que c'est la même ici et là. Je suis au même instant. Donc bien faire attention en ce signe moins, il est vraiment très important. Vous devez avoir en tête qu'une valeur de vitesse, quelle que soit la manière dont vous la calculez, c'est positif. Alors, non. Alors, je comprends ce que vous voulez dire. On fait le calcul, c'est négatif, et puis vous mettez une petite phrase en disant bah, la valeur normalement est positive, donc je prends telle valeur. Et là, en fait, je vous déconseille de faire ça, même si concrètement ça va marcher. Je vous le déconseille parce qu'il y a l'utilisation d'une formule du cours, et que si vous ne mettez pas le moins, bah, ça veut dire que la formule, vous ne l'avez pas. Et donc, vous ne saurez pas les points de la formule. Monsieur Schifanou, hein, si vous voulez baisser le volet parce que vous êtes gêné par la lumière, vous n'hésitez pas. D'autres questions par rapport à ça? Non? Alors, vous notez ça en propriété. Donc, on avait fini, si je me souviens bien, avec les définitions des réactifs, pardon, des vitesses de disparition de réactifs, à la fois en termes de formule et à la fois en termes de coefficient directeur de tangente. Hein, donc, on avait fini par l'écriture de ces deux formules-là. Oui? Non? Ouais. Sur T2 moins T1. Avec l'idée qu'on avait vue hier en TP, c'est que... non, pas hier, pardon, mercredi. Ah non, on n'a pas eu le temps. C'est que ici, l'axe des ordonnées, c'est pas Y que j'ai. Ça, on l'a vu. Et donc, l'idée, c'est que ici, j'ai l'axe des Y, et que l'axe des Y, ce que j'ai, c'est la concentration. Ce n'est pas une valeur de Y. Et sur l'axe des axes, ce que j'ai, c'est un temps. Donc ça, ce qui est une formule générale, je dirais mathématique, de la valeur du coefficient directeur, en fait, si je veux vraiment bien faire les choses, il faut que j'exprime par rapport aux données qui sont sur mon graphique. D'où l'idée de faire moins concentration du réactif à l'instant T2
moins concentration du réactif à l'instant T1 sur T2 moins T1, parce que XB c'est T2, et X1 et XA c'est T1. Et j'ai n'importe quoi, j'ai le A ici, j'ai le B ici. Donc voilà ce que j'appelle XA. XA, c'est un T. Et voilà ce que j'appelle YA. Et comme YA, je suis sur l'axe R, c'est une concentration réactive. Et donc ça, c'est la formule qui est la plus rigoureuse. Donc ce que je vous ai dit, hein, vous vous souvenez, c'est que ça, c'est celle qu'il faut apprendre et qu'il faut mettre. Mais dans le cadre du bac, si vous mettez celle-là, c'est pas trop grave quand même, parce que c'est la formule théorique générale. Mais c'est vrai que le mieux, c'est ça. D'autres questions? Donc allons-y sur la propriété. La valeur de la vitesse de réaction la valeur de la vitesse de réaction qu'elle soit pour un réactif ou un produit. La valeur de la vitesse de réaction, qu'elle soit pour un réactif ou un produit, qu'elle soit pour un réactif ou un produit, évolue au cours du temps. Évolue au cours du temps. Plus le temps passe, plus cette valeur diminue. Plus le temps passe, plus cette valeur diminue. Et ensuite, deuxième partie, pour comparer les valeurs de vitesse de réaction. Pour comparer les valeurs de vitesse de réaction. Pour deux réactions différentes, pour comparer les valeurs de vitesse de réaction pour deux réactions différentes, il faut les calculer pour comparer les vitesses de réaction de deux réactions différentes, non, les valeurs de vitesse de réaction pour deux réactions différentes, il faut les calculer au même instant. Voilà. En général, on se met à t égale à 0. Tellement en général que quand on compare les vitesses de réaction dans les bouquins, on ne parle même pas du fait que c'est à t égale à 0. Tellement c'est fait de manière habituelle. Des questions? Alors, deuxième partie. Enfin, pardon. Grand 4, hein, quatrième partie. L'idée, c'est la suivante, vous vous rappelez ce que je vous ai dit. Hein. La cinétique, c'est essentiellement quelque chose qui est industriel. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une réaction qui soit la plus rentable possible. Donc, avec des coûts de matériel les plus bas possibles, mais aussi avec des coûts de fabrication les plus bas possibles. Donc, on a un problème de cinétique. Et donc, on a trouvé des éléments qui permettent de faire varier la vitesse de réaction, soit en l'augmentant, soit en diminuant. Ces éléments, on parle de facteurs cinétiques. Et donc, vous avez trois facteurs cinétiques à votre programme. On va mettre ça dans le paragraphe 4. Facteurs cinétiques. Ah, zut, il manque un bécher.
Alors, je vais vous montrer une réaction qui met bien en évidence ce phénomène. C'est la température. J'ai ici deux béchers qui contiennent du peroxodisulfate de potassium. Bon, le nom du réactif n'a pas beaucoup d'importance, mais ce qui est important, c'est qu'il y en a un que j'ai chauffé au bain-marie à peu près à 80 degrés, et l'autre que je sors de mon petit flacon où j'ai mis de l'eau glacée. Autrement dit, j'en ai un qui doit être à peu près à 70 degrés, et puis l'autre qui doit être à peu près à 10 degrés. Est-ce que tout le monde voit bien les deux flacons? Oui, je suppose que c'est plus ou moins croisé. Ah oui, mais il faut que j'ai quand même une amplitude. Là, vous le voyez? Et vous voyez les deux? Oui, voilà. Alors, je vais incliner un peu ça. On les voit. Voilà. Je vais rajouter mon deuxième réactif, qui est le iodure de potassium. J'en mets bien la même quantité de chaque côté, pour qu'il n'y ait pas de problème de nombre de moles. Et ce que je veux que vous voyez, donc on va produire du diode. Autrement dit, on va produire un produit qui est, disons, marron clair. Regardez. N'hésitez pas à vous déplacer hein, si vous ne voyez pas les deux. Je pense qu'on voit bien que celui qui est ici a une couleur plus foncée que celui qui est là. Comme le produit coloré, c'est du diode, ça veut dire qu'ici, j'ai fabriqué du diode en plus grand nombre qu'ici. Sauf que j'ai mis exactement la même quantité de matière des deux réactifs, et donc, normalement, j'ai la même réaction qui se fait dans la même quantité. Autrement dit, la quantité de diode ici a été fabriquée plus rapidement que la quantité de diode qui est là. Par contre, ce qui va être important, et on va suivre ça jusqu'à la fin du cours, c'est qu'on va montrer quand même aussi que le résultat final, c'est le même. Celui-là va aller plus vite que celui-là, mais aller plus vite, ça veut pas dire que je change mon mode opératoire. Ça veut dire que je change la durée de la réaction. Mais par contre, la réaction ne change pas. Donc à la fin, les deux auront la même couleur. D'ailleurs, vous voyez, hein, ici celle-là, finalement la couleur évolue assez peu, alors que celle-là devient de plus en plus foncée. Donc je vais les garder ici, et puis on verra d'ici, je pense, une petite demi-heure, que la couleur des deux est la même. Alors attention, si j'ai pas la même hauteur, c'est pas qu'il y a un changement dans la quantité de matière, c'est que celui-là est, enfin, c'est pas le même pot. J'aurais dû faire un peu plus attention d'ailleurs. J'ai pris du pot de yaourt sans trop faire. Mais j'ai mis la même quantité dans les deux cas. Peut-être 1 ou 2 millilitres d'écart, mais j'ai mis la même quantité. Ça montre que je peux jouer sur la vitesse d'une réaction sans changer la réaction. Juste en changeant des éléments correspondant à la situation physique du mélange réactionnel. En l'occurrence ici, c'est la température. L'idée, c'est que plus je vais avoir une température du mélange réactionnel importante, plus ma vitesse de réaction va être grande. Je dirais quelque part, ça se voit. Si, il y a d'autres facteurs. Il y a un deuxième élément qui va être à notre cours, c'est la concentration. En faisant bien attention à ne pas faire l'erreur qu'il y a dans votre bouquin, il ne s'agit pas de dire que si je prends les quantités de matière de mes réactifs et puis que je multiplie la quantité de matière par 2, je multiplie la vitesse par 2. Ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de proportion. Si je prends si je mettais 2 fois plus de liquide ici, j'aurais une évolution temporelle qui serait exactement la même. J'aurais simplement 2 fois plus de diodes fabriquées et puis 2 fois plus de sulfate fabriqué. C'est tout. Par contre, si je me mets dans des conditions non stoichiométriques et que je multiplie par 2 la concentration d'un seul des deux réactifs, alors là, je vais jouer sur la vitesse.
Alors, je ne veux pas trop développer ça parce que ça fait partie des choses qui sont de votre programme allégé, et donc on mettra ça vraiment bien en détail au 3e trimestre. Mais l'idée, tout simplement, c'est d'avoir en tête l'aspect microscopique de la matière. C'est-à-dire le fait que la matière est composée de molécules ou d'ions, et que ces molécules et ces ions sont sans arrêt en train de bouger. Et donc l'idée, c'est la suivante, mais ça on en a parlé au tout début de l'année, hein. Pour qu'une réaction se fasse, il faut que mes réactifs se touchent physiquement. Il faut qu'ici, mes ions I- viennent casser la molécule de peroxyde disulfate, le H2O8-2-. Donc il y a un choc physique. Et donc, ma vitesse de réaction va correspondre finalement au nombre de chocs physiques que je suis capable d'avoir. Plus je vais avoir de chocs physiques, plus je vais avoir de réactions, et donc plus ma vitesse de réaction sera importante. Et donc, là, ici, en termes de concentration, si je mets ma réaction dans les proportions non stoichiométriques, et que je mets un réactif vraiment en très grande quantité, du coup, l'autre réactif, il touchera facilement les éléments qui sont autour de lui, tout simplement parce qu'il y en a beaucoup plus. Oui. Alors, c'est ça justement où ça ne va pas changer, c'est que je vais changer la concentration du réactif en excès. Donc, je ne touche pas à la concentration du réactif limitant. Or, c'est la concentration du réactif limitant qui va me déterminer mon état final. Donc, je peux jouer comme je veux avec le réactif en excès. Finalement, l'état final de ma réaction, il ne changera pas. Je l'aurai plus ou moins rapidement, mais il ne changera pas. Ah oui, bien sûr. Ah ça, après, ça va dépendre de ce que vous faites sur le réactif limitant. Si vous diminuez la quantité de réactif limitant sans toucher au réactif en excès, ça va aller plus vite, mais on aura un X-max plus petit. Si j'augmente la quantité de réactif limitant sans changer la quantité de réactif en excès, forcément, je vais avoir quelque chose qui va être plus rapide, puisque j'ai plus de réactions. Mais du coup, je vais avoir un X-max qui sera plus grand aussi. Et donc là, mon travail, c'est de dire que je veux que ma réaction se déroule dans les conditions normales, donc mon état final soit toujours le même, mais je veux atteindre cet état final rapidement ou lentement. Rapidement, c'est le processus industriel. Mais quand est-ce que c'est intéressant de ralentir les réactions et qu'on a tous chez nous? Ouais, alors ouais, il y a ça aussi pour l'étudier, effectivement. Mais chez nous, la nourriture, quand elle pourrit, qu'est-ce que c'est? C'est une réaction avec l'oxygène de l'air. Si je diminue la température, du coup, je vais avoir des réactions avec l'oxygène de l'air qui vont être plus lentes, et donc je vais avoir un produit qui va pourrir plus lentement. C'est pour ça que vous avez 3 étapes dans vos frigos. Vous avez le frigo, où on est à, disons, entre 0 et 5, enfin, entre 3 et 5 degrés. Donc ça ralentit un petit peu, mais je ne sais pas, si vous dites n'importe quoi, si vous gardez votre beefsteak, vous pouvez le garder une semaine. Pas beaucoup plus. Si vous mettez dans le congélateur qui est avec le frigo, vous êtes à moins 5, là, votre steak, vous pouvez le garder 1 mois, 2 mois, 3 mois. Si vous mettez dans le congélateur à moins 20 degrés, là, votre steak, vous pouvez le garder 20 ans, il sera encore bon. On a retrouvé et on retrouve régulièrement en haut de la Russie, là, dans la partie qui est congelée, on retrouve des mammouths. Des petits mammouths qui ont été congelés. Je ne sais pas pourquoi ils ont été congelés, ils n'avaient qu'à faire attention. Mais il y avait des mammouths. Bon, les mammouths, ça fait 20 000 ans qu'ils sont morts. Et quand on les regarde, il y a encore la chair, il y a encore les poils, il y a encore tout, ils sont intacts. Parce qu'ils étaient complètement congelés, donc ils étaient à moins 20 degrés, et à moins 20 degrés, la réaction, elle est quasiment arrêtée. C'est le principe du congélateur, le gros congélateur. L'autre possibilité, c'est ce qu'on appelle les aliments sous vide. On retire l'oxygène. Si vous retirez l'oxygène, c'est clair que la réaction n'a pas lieu. Sauf que retirer l'oxygène, c'est compliqué. Et voilà, c'est l'autre solution. Sauf que retirer l'oxygène, c'est pas possible. Les aliments qu'on met sous vide, c'est en général des aliments dont on a retiré 30 à 40% de l'air. Donc forcément, quand il y a moins d'oxygène, la réaction va plus lentement. Mais il y a quand même encore de l'oxygène parce que retirer tout l'oxygène, c'est excessivement difficile. Et donc ça coûte très cher. Voilà. Et donc ça marche bien le sous vide aussi. Là, si vous prenez, alors après c'est personnel, mais si vous prenez des pâtés, non seulement ils mettent sous vide, mais en plus ils mettent une couche de graisse dessus. Comme ça, l'oxygène, il faut qu'il traverse la graisse avant de toucher le pâté. Là, ce truc-là, vous pouvez le garder pendant plusieurs années.
On est d'accord. Mais comme l'oxygène a été consommé, ça veut dire qu'il est déjà pourri. Alors, là où vous avez raison, c'est qu'il ne pourra pas pourrir plus. Mais c'est déjà pourri quand même. Bon, alors, on va mettre tout ça en forme. Vous remarquez hein, que la différence entre les deux s'atténue vraiment au fur et à mesure. N'empêche que celui-là, il continue à foncer. Hein. C'est-à-dire que la réaction, elle n'était pas arrêtée tout à l'heure. Il est plus foncé que tout à l'heure. Mais l'écart de couleur entre les deux diminue. Allons-y, définition. On appelle facteur cinétique. Un paramètre de la réaction. On appelle facteur cinétique un paramètre de la réaction dont la valeur, un paramètre de la réaction dont la valeur est liée à la vitesse, dont la valeur est liée à la vitesse de la réaction, dont la valeur est liée à la vitesse de réaction. Dont la valeur est liée. Ça ne veut pas dire que les deux valeurs sont proportionnelles. Donc j'ai des facteurs cinétiques. Quand j'augmente la valeur de ce facteur, je peux avoir la vitesse qui diminue. Je pense par exemple à la température. D'une manière générale, plus la température augmente, plus la vitesse augmente. Vous avez des produits qu'on appelle des thermodurcissables. C'est des produits où, quand vous faites augmenter la valeur de la température, on fait diminuer la valeur de la réaction. C'est des produits qui sont très minoritaires, mais c'est des produits qui existent. Voilà. Pas de questions jusqu'à là? Alors, on dit, on étudie 3 facteurs cinétiques. On étudie 3 facteurs cinétiques. Qu'est-ce que j'appelle un paramètre? Un facteur cinétique est un paramètre de la réaction. Etc. Qu'est-ce que j'ai appelé paramètre? Ouais. Ouais, monsieur Caraval? Voilà, d'accord. C'est une grandeur qui va permettre de caractériser votre mélange réactionnel. Donc il y a plein de paramètres. Il y a le volume, il y a la température, il y a la pression, il y a la concentration des corps chimiques, il y a tout simplement les corps chimiques eux-mêmes. Oui. Donc il y a tous ces éléments-là qui sont des paramètres de la réaction. Certains vont avoir une influence, d'autres ne vont pas en avoir. Certains vont permettre de faire augmenter la vitesse de réaction, d'autres vont permettre de la faire baisser, etc. Voilà, donc j'étais dans, il existe 3 facteurs, enfin non, on étudie 3 facteurs cinétiques. Donc premièrement, la température. Premièrement, la température. Et donc, on va rester général. Donc, vous notez que plus la température du mélange réactionnel, plus la température du mélange réactionnel est élevée, plus la température du mélange réactionnel est élevée, plus la vitesse de la réaction est importante. Plus la température du mélange réactionnel est élevée, plus la vitesse de la réaction est importante. Oui. Ouais, c'est ce qu'on montrait tout à l'heure. Je ne sais plus qui avait posé la question, c'était peut-être vous, avec des réactions dont la courbe a cette forme-là. Voilà. Là, on a une vitesse qui est très élevée. On n'aura jamais une vitesse instantanée, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir tout d'un coup. Mais par contre, il y aura toujours ce petit truc-là. Mais ce petit truc-là, il peut se faire en 1 milliseconde. Auquel cas, quasiment comme si c'était tout droit.
Alors, les boîtes de conserve, c'est autre chose. Les boîtes de conserve, l'idée, c'est d'isoler de l'oxygène. Mais par contre, c'est pas de retirer l'oxygène. C'est même un peu l'inverse. Hein. Quand vous ouvrez une boîte de conserve et que vous avez un petit bruit de gaz, en général, c'est pas bon signe. Mais voilà, là, c'est l'isolation. Ça revient un petit peu à ce que disait M. Stefano, c'est j'ai une quantité d'oxygène qui est déterminée, que je fais la plus petite possible parce que ma boîte de conserve, je la remplis au maximum. Et puis, je sais très bien que ça va pourrir un peu, mais j'espère que ça ne va pas pourrir beaucoup. Ce qui fait que les boîtes de conserve, il y en a certaines, vous pouvez les garder 10 ans, ça marche encore. Faut faire attention, mais ouais. Oui. Ouais. Par contre, pour la plupart des réactions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, plus la température est élevée, plus la vitesse est élevée. Il existe quelques réactions qui évoluent de manière inverse, mais c'est vraiment une minorité. Oui. Ou alors ça, j'en sais rien. Je sais pas. Alors là, pour le coup, je peux pas trop vous dire. Hein. Ce que je sais, c'est que ils sont obligés souvent de les mettre un peu au hasard parce que il y a une législation qui fait qu'on doit mettre une date de consommation. Ils arrivent même à mettre une date limite de consommation sur du sel. Bon. Enfin, le sel, c'est Na+, Cl-. On peut mettre ça pendant 10 000 ans dans l'oxygène, ce sera toujours un Na+, Cl-. Enfin, ils en mettent une. Donc je suppose que celle qu'ils mettent, elle est faite au hasard. Ah. Voilà, pour les conserves, moi, mon idée, c'était un petit peu ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on prend un échantillon de conserve, on essaye de voir au bout de combien de temps ça pourrit. Sachant que de toute manière, quoi que vous mangiez, c'est pourri. La question, c'est de savoir à quel pourcentage c'est pourri. C'est-à-dire, dès que vous tuez un animal, la viande est pourrie, c'est clair. Enfin, on va pas faire un cours de diététique non plus, hein. Mais voilà, c'est l'idée. Donc, est-ce que c'est nécessaire de marquer la réciproque? C'est-à-dire que plus la température baisse, plus la vitesse de réaction diminue, ou est-ce que c'est logique? C'est logique comme ça? Deuxième facteur cinétique, la concentration du réactif en excès. La concentration du réactif en excès. Avec l'idée dont on a parlé tout à l'heure, plus cette concentration augmente, plus la vitesse de réaction augmente. Plus cette concentration augmente, plus la vitesse de réaction augmente. Alors, un petit mot avant de vous faire écrire le troisième facteur cinétique. Donc j'ai mis là, le troisième facteur cinétique, c'est un catalyseur. Un catalyseur, attention, c'est un corps chimique qu'on va mettre dans la réaction et qui va aider à la réaction. Mais qui va aider à la réaction sans participer à l'état final. C'est-à-dire que lui-même va avoir une quantité de matière initiale et une quantité de matière finale qui vont être la même. L'exemple le plus classique, je pense que vous êtes quelques-uns à avoir déjà le permis de conduire plus ou moins en ligne de mire. L'exemple le plus classique, c'est ce qu'on appelle le pot catalytique, l'échappement des vapeurs du moteur. Un pot catalytique parce que pot catalyseur. Et donc l'idée, c'est quoi? L'idée du pot. C'est quoi l'idée du pot catalytique là pour ceux qui préparent le. Ouais. Alors, effectivement, il y a des métaux dedans, rares, oui, ça va dépendre de ce que vous avez, mais enfin pas trop rares non plus, parce qu'autrement on ne pourrait pas les faire. Hein. Vous avez du cobalt, des machins comme ça. Mais effectivement, qu'est-ce que vous appelez neutraliser? Ouais, on est un peu sur cette idée-là. En fait, l'idée, c'est que vous avez des vapeurs qui sortent de votre moteur. Vous avez votre essence. Cette essence, elle réagit chimiquement avec l'oxygène de l'air. Avec cette essence, hein, on parle d'octane.
se souvient, octane, nomenclature, chimie organique. Parce que si la nomenclature de chimie organique, c'est un truc que vous avez vaguement comme idée de ce à quoi ça correspond, il va falloir réviser de manière sérieuse, si on en a besoin. Donc, quand vous faites le plat, on parle d'indice d'octane. L'octane, c'est parce qu'il y a 8 carbones. Autrement dit, vous avez une molécule, en gros, c'est quelque chose qui a cette tête-là. Et donc, vous la faites réagir sur l'oxygène de l'air. C'est juste ça. C'est 8H18 plus O2 donne, et ça vous donne, en théorie, dans le moteur, si les choses se passent bien, CO2 plus H2O. En pratique, ça ne se passe pas bien, il y a du CO et il y a du C. C, c'est ce qu'on appelle les particules fines. CO, c'est le monoxyde de carbone, et CO2, c'est le dioxyde de carbone. Ça, c'est totalement inoffensif. Vous pouvez respirer du CO2, mais alors pendant toute votre vie, vous n'arrivera jamais rien. On a toujours tendance à parler du CO2 comme étant quelque chose de dangereux, c'est absolument pas vrai. Et là où il y a un problème avec le CO2, c'est que si vous respirez du CO2, le CO2 quelque part prend la place de l'oxygène. Donc si vous respirez du CO2, ça veut dire que vous respirez moins d'oxygène. Et donc vous mourrez étouffé, non pas parce que le CO2 vous embête, mais parce que vous n'avez pas d'oxygène pour respirer. Mais le CO2, j'allais dire vous pouvez en manger, ça vous fera rien du tout. C'est pas forcément vrai, mais voilà. Lui, il est dangereux. Lui, il est vraiment dangereux. Le monoxyde de carbone. Alors, c'est pas tellement que ça endorme. C'est que, alors, moi je parle du niveau physiologique. Après, l'effet d'endormissement de l'empoisonnement au monoxyde de carbone que l'on a, on dirait, dans la vie courante, c'est pas que vous endormez, c'est que tout doucement, votre quantité d'oxygène diminue. Et donc, comme votre quantité d'oxygène diminue, on a un programme dans le cerveau qui fait que chaque partie du corps a un ordre de priorité. Et donc, quand on n'a pas assez d'oxygène, on retire l'oxygène, enfin le sang n'envoie pas l'oxygène dans les parties non prioritaires. La partie prioritaire de l'être humain, c'est la tête. Donc, on retire l'oxygène du corps, etc. et on concentre tout sur la tête. Et c'est ça qui fait qu'on s'endort. Et l'idée, c'est la suivante, c'est que pour le sang, tout le monde connaît l'hémoglobine, les machins comme ça. Hein. Bon, eh bien, CO et le dioxygène, c'est deux molécules qui ont à peu près la même forme. Donc l'hémoglobine, elle prend le CO comme du dioxygène. Donc quand vous respirez du CO, le sang va dans les poumons, récupère le CO comme il récupère le dioxygène. Sauf que dans le reste du corps, ça et ça, c'est pas pareil. Donc on récupère le O2, mais le CO, il reste accroché à l'hémoglobine. Résultat, quand vous faites un deuxième tour, il y a de l'hémoglobine que je ne peux plus utiliser, parce qu'elle est déjà prise avec le CO. Donc j'ai moins de possibilité de fixer du O2, donc je respire moins. Et en plus, ce truc-là, quand c'est fixé sur l'hémoglobine, ça dure un moment. C'est-à-dire que si vous passez à côté de quelque chose qui produit le CO que vous respirez, toutes les molécules d'hémoglobine qui ont fixé le CO, elles vont fixer le CO jusqu'à ce qu'elles meurent. Donc petit à petit, votre hémoglobine, elle fixe ça et pas le O2, et pareil, vous mourrez étouffé. Ça, c'est dangereux, mais c'est moins dangereux. Ça fait comme si vous prenez de la paille de fer et puis vous essuyez une assiette avec de la paille de fer, ça règle les poumons. C'est désagréable, mais il faut que ça prenne un certain temps. Pardon? Ah non, on n'échange pas. L'hémoglobine? Parce que ça et l'oxygène, l'atome de carbone et l'atome d'oxygène, c'est quasiment les mêmes. L'atome d'oxygène, ils ont tous les deux couches électroniques. Là, il y a 4 électrons célibataires, alors que là, il n'y en a que 2. Mais vraiment, c'est à la même forme. Donc pour l'hémoglobine, elle ne fait pas bien la différence. Vous voyez, je dirais quelque part, c'est comme si vous avez peut-être vu ça dans vos classes au collège et au lycée, des jumelles ou des jumeaux. Bon, quand vous avez des personnes qui sont jumeaux ou jumelles, elles se ressemblent, mais elles ne sont pas identiques. Pour le sang, c'est comme si c'était des jumeaux. Pas bon. Là, je m'éloigne un petit peu de mon truc. Pourquoi je vous disais ça? Ah oui. Voilà. Le catalyseur, il prend la molécule de CO, et effectivement, cette molécule de CO, j'essaye d'en faire du carbone et de l'oxygène. Sauf que vous avez 1 mètre 50 de pot d'échappement. Avec des gaz d'échappement, je ne sais pas si vous êtes déjà passé derrière un tuyau d'échappement, qui sortent très très vite. Donc j'ai que quelques millisecondes
pour séparer le CO2, le CO en carbone et en oxygène. Et donc, comme j'ai que quelques millisecondes, ça ne suffit pas. Je mets un catalyseur pour que la réaction de décomposition du CO2 soit la plus courte possible. Ça n'empêche pas qu'il y ait du CO2 qui sorte, mais il y en a beaucoup moins. Et en plus, dans votre essence, on n'a jamais une essence parfaite. Il y a toujours dedans un petit peu d'azote, un petit peu de soufre. Et donc, on fabrique des gaz qui sont du SO2, du SO3, du NO2. Donc, et ces gaz-là, pareil, on essaye de les faire se décomposer avant qu'ils sortent du pot d'échappement. D'où la présence de catalyseur. Et c'est justement un des problèmes. Et c'est pour ça que quand on prend du catalyseur, on prend des catalyseurs qui sont... alors, ce n'est pas forcément des produits qui sont très très rares, parce qu'il y a tellement de voitures que ce n'est pas possible. Mais c'est des produits effectivement qui ne sont pas, on va dire, quotidiens. Et puis surtout, c'est des produits, on n'a pas intérêt à les relâcher dans la nature comme ça. Parce que c'est des produits excessivement... Je pense au cobalt, par exemple. Il y a une forme de cobalt qui est vraiment très dangereuse. Il y en a plein qui sont il y a 6 formes différentes de cobalt. Il y en a une qui est très dangereuse. Et cette dangereuse-là, elle est dans le pot catalytique. Donc on a intérêt à ne pas laisser le pot catalytique partir dans la nature. Donc voilà, c'est l'idée. C'est bien protégé. Hein. Moi j'ai là-bas, on l'a peut-être jeté, un pot catalytique, je vais récupérer le catalyseur. J'ai laissé 2 scies avant d'y arriver. Enfin, j'ai laissé 2 scies. C'est là ici qui m'a donné les scies. J'étais fâché. Enfin bon, je m'éloigne de mon sujet. Voilà, c'est ça un catalyseur. Vous avez là l'inverse. Des éléments qui permettent de diminuer la vitesse, mais on n'appelle pas ça un catalyseur, on appelle ça un inhibiteur. Et donc à ce moment-là, on est sur un autre phénomène. Vous avez juste besoin de savoir ce que c'est qu'un catalyseur. Donc troisième facteur cinétique, le catalyseur. C'est un corps chimique. C'est un corps chimique dont la présence permet d'accélérer une réaction. C'est un corps chimique dont la présence permet d'accélérer une réaction. Sans qu'il soit présent. Un corps chimique dont la présence permet d'accélérer la réaction, sans qu'il soit présent dans l'équation bilan. Sans qu'il soit présent dans l'équation bilan de cette réaction. Sans qu'il soit présent dans l'équation bilan de cette réaction. Ce qui veut dire que votre quantité initiale de catalyseur, c'est exactement la même que la quantité finale. Après, on a deux solutions. Alors, on va parler tout à l'heure de catalyse homogène et catalyse hétérogène. On a deux solutions. Soit le catalyseur sert simplement de support, ce qui est le cas des pots catalytiques. C'est-à-dire que les molécules viennent se coller sur le catalyseur et font leur réaction chimique sur le catalyseur. Soit le catalyseur participe à la réaction, mais en deux temps. Un, il est un réactif, et deux, il est un produit de la réaction. Ce qui fait que ce que j'avais au départ est refabriqué à la fin. C'est les deux modes opératoires. D'accord sur l'idée? Pas de questions? Donc, continue. Oh non, non, ça n'a aucun intérêt, ça. Enfin, ça n'a aucun intérêt, c'est un truc que vous devez savoir faire, ça. On en reparlera si on a du temps en senior unique. Au minimum, on en reparlera au troisième trimestre. Ouais, alors, catalyseur. Première chose, donc vous notez, il existe deux types de catalyse. Il existe deux types de catalyse. Donc petit a, 1, 2, 3, vous avez déjà fait. Petit a, la catalyse homogène. Je vous l'ai mis au tableau. La catalyse homogène. Lorsque le catalyseur, la catalyse homogène, lorsque le catalyseur est dans le même état physique,
lorsque le catalyseur est dans le même état physique que les réactifs. Et petit b, la catalyse hétérogène, la catalyse hétérogène c'est l'inverse, hein. Lorsque le catalyseur est dans un état différent, pardon, lorsque le catalyseur est dans un état physique différent, lorsque le catalyseur est dans un état physique différent des réactifs. Lorsque le catalyseur est dans un état physique différent des réactifs. Le pot catalytique, c'est quel type de catalyse, à votre avis? Oui. Ouais. Pourquoi? Alors, déjà, avant toute chose, pour qu'on soit bien clair, quand je parle d'état physique d'un corps chimique, je parle de quoi? Oui. Voilà. Solide, liquide, gaz. Ça, je vais de côté le plasma. Donc, quand vous avez le pot catalytique, c'est quelque chose d'hétérogène. Parce que le pot catalytique contient de la poudre de catalyseur. Hein, un mélange de cobalt, enfin plein de choses. Donc, comme c'est de la poudre, mon catalyseur est à l'état solide. Par contre, effectivement, les réactifs, ce sont des corps gazeux produits par la combustion du moteur. Donc, j'ai des réactifs qui sont gazeux, j'ai un catalyseur qui est solide, je suis dans une catalyse hétérogène. Une catalyse homogène, la plupart du cas, c'est quand vos réactifs sont dans l'état liquide et que le catalyseur est lui-même dans l'état liquide. Ouais, j'allais dire les produits chimiques, là, les médicaments qui servent à aider la digestion, on est dans une catalyse homogène. Parce que là, ce que vous mangez, bah, par définition, c'est solide, et puis le médicament que vous prenez, il est solide aussi. Ça vous fait une catalyse homogène. Voilà. Bon, on va s'arrêter 5 minutes pour que vous preniez une pause, et puis ensuite on continuera cette partie-là. Vous avez remarqué que je suis presque arrivé à la même couleur. Là, je vais les mettre là. Voilà. Pas de question particulière?
Bon. Alors, on termine ce paragraphe avec deux choses. La première, c'est la propriété que je vous ai donnée tout à l'heure, hein, et que j'illustre avec ça. Vous voyez maintenant qu'ils ont quasiment la même couleur. Néanmoins, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a une toute petite différence. Pourquoi il y a une petite différence? Non pas parce que l'état final n'est pas le même, parce que le flacon n'est pas le même. Je ne sais pas si vous arrivez à voir de votre place, je pense que oui. Celui-là est un petit peu plus large que celui-là. D'accord sur l'idée? Et donc ça veut dire quoi? Vous vous souvenez de comment on perçoit les couleurs? Attention, c'est important, ça faut le garder en tête. Hein. C'est? Ouais, et c'est l'inverse. Enfin non, c'est pas l'inverse, mais c'est l'idée inverse. En fait, vous voyez les flacons avec une couleur, parce que, je vais un peu rapidement, vous avez la lumière qui vient de derrière, qui traverse le flacon et qui va vers vos yeux. Et donc, la couleur qui est ici, c'est parce que le diode I2 qui est dedans, à chaque fois que le rayon lumineux touche à une molécule de diode, la molécule de diode pique une partie de la lumière. Si c'est marron comme ça, en gros, c'est un mélange de rouge et de violet, donc ça veut dire que ça absorbe l'indigo, le bleu, le vert, le jaune et l'orange. Donc, c'est-à-dire que chaque molécule de diode qui est touchée par la lumière va absorber un petit peu de cette lumière. Donc, plus j'ai une molécule de diode, plus la lumière est absorbée. Or, comme ici, c'est plus large que là, bah forcément, quand la lumière traverse le flacon pour aller dans vos yeux, elle rencontre plus de molécules de diode. Et donc, du coup, bah, la lumière est plus absorbée dans ce flacon-là que dans celui-là. Et donc, si la lumière est plus absorbée, il vous paraît plus sombre, plus contrasté que celui-là. Vous voyez ? Ça fait appel à une notion que j'espère vous avez encore en tête, qu'on appelle l'absorbance d'une solution. On aura un petit moment où on reparlera de ça, mais il ne faut quand même pas l'oublier non plus. Bon, allons-y. Dernière propriété, et puis ensuite on passe à l'aspect franchement mathématique. Donc vous notez les facteurs cinétiques. Je laisse dans le même paragraphe que là. C'est quelque part l'avant-dernière partie. Les facteurs cinétiques permettent de faire varier la vitesse d'une réaction mais gardent le même état final. Alors, qu'est-ce qu'on va vous demander comme type d'application là-dessus? Ben, en fait, alors bien sûr, les explications, les définitions, mais surtout l'aspect graphique. C'est-à-dire que vous allez avoir à étudier une réaction chimique. Je vais prendre les produits. La courbe, avec son asymptote horizontale. Donc, donnant la concentration finale de votre produit. Et quand je vous dis qu'on ne change pas l'état final, ça veut dire que cette asymptote horizontale, elle ne changera pas. Et dans la plupart des exercices du bac, ce qu'on vous dit, voilà, la réaction qui est ici, je fais la même réaction, mais à une température plus basse. Ou je fais la même réaction, mais à une température plus élevée. Et on vous demande de représenter graphiquement l'évolution temporelle de la concentration du produit dans ces nouvelles réactions. Donc ici, je suis par exemple à une température T1 et je veux construire la courbe donnant l'évolution de la concentration du produit en fonction du temps à une température T2 supérieure à T1. Et donc là, après, une petite phrase pour dire que si la température est plus grande dans le cas de ma deuxième réaction, ça veut dire que la vitesse de réaction sera plus grande.
Si la vitesse de réaction est plus grande, ça veut dire que j'atteins l'état final plus vite, même si c'est le même état final. Dire que je vais plus vite, ça veut dire que ma réaction est plus importante, ça veut donc dire que ma tangente est encore plus verticale. Bref, ma réaction à T2 va avoir une forme qui sera comme ceci. J'obtiens le même état final, mais je l'obtiens avec une vitesse de réaction plus importante, donc avec des tangentes qui sont, entre guillemets, plus verticales. Voilà. Et puis la réciproque, si je veux avoir l'évolution de ma réaction à une température T3 plus petite que T1, ça veut donc dire que ma vitesse de réaction va être plus petite. Ça veut donc dire que mon état final, je l'atteindrai plus lentement. Donc ma courbe va varier de manière plus douce, et donc je vais avoir une courbe qui va avoir ce type de forme-là. Elle va vers la même asymptote horizontale, mais elle y va plus doucement. Donc avec des tangentes qui sont à chaque fois plus inclinées. Avez-vous des questions sur l'idée? Oui. Juste comme ça, comme je l'ai fait ici, c'est-à-dire que je trace des courbes sans me préoccuper des valeurs numériques, juste pour donner l'idée de mon raisonnement. Donc, je vais plus vite, je vais moins vite. Et bien faire attention à ce que je vous ai fait noter comme remarque au niveau de ma vitesse, donc dans le paragraphe précédent, ma vitesse de réaction. Dire que je vais plus vite à T2 qu'à T1, c'est pas vrai tout le temps. À cet instant-là, je vais beaucoup moins vite ici que à T1. Parce que là, c'est clair, ma tangente, elle est presque horizontale, alors que là, ma tangente est bien inclinée. Donc, mon catalyseur, mon facteur cinétique, en fait, il va jouer sur la vitesse à t égale à 0, pas tellement sur les autres vitesses. Parce que ici, ça a été tellement vite qu'à l'instant que j'ai dessiné là, la réaction est quasiment arrêtée. Donc, vitesse de réaction quasi nulle. Alors que là, ça a été doucement, donc je suis encore dans la période où ma réaction va assez vite. Et là, ça a démarré tellement doucement que je suis dans une période où ma réaction va quand même pas mal. Vous voyez? Donc, mes facteurs cinétiques influent en fait sur la vitesse initiale, pas tellement après. Alors, du coup, j'espère qu'on est bien d'accord, hein, ça modifie aussi la durée de la réaction, le but du jeu. Et ça modifie donc aussi le temps de demi-réaction. Et clairement, je vais faire en vert. Si je fais mon travail ici, j'ai donc concentration de mon produit final sur 2. Hein, vous vous rappelez, le temps de demi-réaction, c'est la durée nécessaire pour que X max atteigne la moitié, pardon, que X atteigne la moitié de X max. Donc, ça veut dire que la concentration du produit correspond à la concentration du produit final divisé par 2. Et on voit bien ici, hein, là, j'ai T1,5 pour ma réaction à la température T2. Là, j'ai T1,5 pour ma réaction à la température T1. Et là, j'ai T1,5 pour ma réaction à la température basse. Donc, mon facteur cinétique joue sur la durée de réaction. Là, ma réaction est quasiment finie. Là, elle est quasiment finie ici. Et là, c'est toujours pas fini. Et donc, il joue aussi sur un facteur T1,5. Parce que comme je ne change pas l'état final, ma concentration finale divisée par 2, c'est toujours la même valeur. Et on voit bien sur le graphique que je l'obtiens de plus en plus tard. Est-ce que c'est clair l'idée? Pas de problème? Vous me faites ce dessin?
Non, non. Celui-là, on parle de celui-là. Ça, c'est mon état final. Donc, c'est pour T2, T1 et T3. C'est la petite propriété que je vous ai fait noter juste avant, c'est-à-dire qu'un facteur cinétique ne change pas l'état final de mon système. Donc, la concentration finale de P, ce sera toujours la même dans mes trois réactions. La seule chose qui va faire la différence, c'est le temps nécessaire pour que j'obtienne cette valeur-là. À T2, je vais obtenir P final quasiment, enfin, très rapidement. À T3, je vais obtenir P final, il va falloir vraiment beaucoup de temps pour que j'obtienne. Ça, c'est P final de tout le monde. J'insiste dessus. Hein. C'est-à-dire que ça va être la même asymptote horizontale pour mes trois graphiques. Sauf que cette asymptote horizontale, je vais l'atteindre plus ou moins tard. Ici, ça ne se voit pas, parce que j'ai arrêté mon graphique là. Mais normalement, il continue jusqu'à P final. Ah, celui-là oui, non, là, c'était aucun intérêt. C'était juste pour exprimer mon idée que, au même instant, je peux avoir des valeurs de vitesse qui sont différentes à cause de l'inclinaison de la tangente, et que dire que mon facteur cinétique joue sur la vitesse, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que le facteur cinétique joue sur la vitesse initiale. Donc c'est là que ça joue, pas après. Alors, je vais vous donner plein de boulot ce week-end. Okay, tout le monde y est? Donc, dans la fiche d'exercice que je vous ai donnée, enfin moi j'ai 2 pages, hein, mais vous avez un format 3, c'est ces 2 exercices-là qui m'intéressent. Que j'ai appelé le 11 et 7, enfin vous devinez, hein, j'ai fait un espèce de scannage d'exercices, parce que là c'est assez compliqué de... Enfin bref, j'ai fait un scannage d'exercices. Dans l'exercice 11, ils ne sont pas dans l'ordre. Enfin, c'est marqué dessus, hein, le 11 et le 7. Dans l'exercice 11, vous ne faites que la deuxième partie de l'exercice. La première partie ne m'intéresse pas. Vous pouvez la faire, hein, la première partie, il n'y a aucun problème. Mais, il n'y a aucun problème. Vous allez voir, elle est compliquée. Je termine, puis je vous donne la parole après. Et dans l'exercice 7, donc le deuxième, vous ne faites que les 2 dernières questions. La question C et la question D. La question A, je l'avais déjà éliminée, et la question B, j'ai oublié d'éliminer. Voilà, donc vous me préparez ça pour vous, vous avez le temps. Hein. Mais, enfin, vous avez le temps, non, puisque je vais corriger ça mercredi. Je vais essayer de corriger ça mercredi. Monsieur Skipano? Non, non, parce que c'est un autre livre. En fait, ce truc-là, c'est quelque chose que j'ai récupéré dans un bouquin. Enfin, je suis jamais très content des exercices qu'il y a dans vos livres. Donc, quand je veux avoir quelque chose qui m'intéresse, je vais chercher ça, je le construis. Donc là, non. Enfin, je peux bien vous donner les références, hein, c'est les éditions Nathan. Mais si je vous donne l'année, on va encore recompléter. Oui. Alors, pour l'exercice 11, voilà. La question 2, c'est la 5e ligne au-dessus du graphique. Voilà. Et en fait, je veux que vous me fassiez une autre question. Hein. Je crois que pour la question 7, ça se voit bien par contre. Voilà. Ça va, c'est bon pour tout le monde? Donc, je vais vous demander de me préparer ces 2 parties d'exercice. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je vais vous envoyer des révisions du cours sur les ondes de première. Donc, tout un tas de définitions qui vont permettre de faire des rappels et qui vont surtout préparer la séance de lundi. Alors, pour vous, la séance de lundi, forcément, sera plutôt le lundi soir, mais bon, voilà.
C'est bon pour tout le monde? Alors attention, j'allais dire, même si ce n'est pas un bon terme, surtout vous, monsieur Caraval, on va faire des maths théoriques. Et des vrais, là. Donc, cinquièmement, on revient sur ce que je vous ai dit au tout début, réaction d'ordre 1. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une réaction d'ordre 1? Et donc, l'idée de ce paragraphe, c'est de trouver l'équation de la concentration de votre produit et du réactif en fonction du temps. Donc, de justifier mathématiquement la forme des courbes que je vous ai données. Et donc là, on fait des vraies maths. Je vous demande d'être excessivement attentif. Un, parce que ça va être, à mon sens, encore plus difficile que ce qu'on a fait en mécanique, puisqu'on va faire encore quelque chose que non seulement vous n'avez pas fait en maths, mais qui, je crois, n'est même pas du tout du programme de maths. Autant les primitives, on les a fait avant, autant les primitives, vous avez peut-être fait maintenant. Bon, vous avez fait les mêmes. Ah oui, mais vous êtes tous de classes différentes. Donc, si vous ne les avez pas faites maintenant, de toute manière, vous allez faire cette année. Là, on va utiliser ce qu'on appelle une équation différentielle. Et une équation différentielle, c'est clair, cette année, vous n'allez pas le faire. Peut-être ceux qui font maths expert, je ne me souviens plus exactement. Donc voilà, donc mathématiquement, ça va être compliqué. Deuxièmement, eh bien, je vous en ai déjà parlé, comme c'est quelque chose qui est nouveau dans le programme, il y a d'autant plus de chances que ça tombe. Parce que comme c'est la partie nouvelle, les gens qui font le bac, bah, ils vont se précipiter là-dessus, parce que bah, ça va être un truc plus amusant à faire. Pas amusant, ça dépend des personnes. Voilà. Donc, bien faire attention. On commence par la définition. Une réaction est dite d'ordre 1 une réaction est dite d'ordre 1 lorsque sa vitesse instantanée volumique, une réaction est dite d'ordre 1 lorsque sa vitesse instantanée volumique est proportionnelle, lorsque sa vitesse instantanée volumique est proportionnelle à la concentration d'un de ces réactifs. Est proportionnelle à la concentration d'un de ces réactifs. On écrit donc, alors on termine, je vous donne la parole après. On écrit donc les relations. On écrit donc les relations. Alors avant que j'écrive les relations au tableau, quelle était votre question? Non, je parle de la concentration des réactifs de la réaction. C'est-à-dire que tout à l'heure, par exemple, vous avez un C8H18 plus O2. La vitesse de réaction sera donc soit proportionnelle à la concentration de C8H18, soit à la concentration de O2. Encore que mon exemple soit mal choisi, c'est une réaction gazeuse. Mais voilà, c'est l'idée. Donc, on écrit donc les relations. Donc, vous vous rappelez, pour la vitesse des réactifs, j'ai mis VR. C'est donc égal, premièrement, bien ça, c'est la formule que l'on a vue au paragraphe 2. La vitesse instantanée volumique de disparition d'un réactif, c'est ça. Et en même temps, je vous dis que cette vitesse de disparition du réactif est proportionnelle à la concentration de votre réactif. Donc proportionnelle, bah, ça veut dire que c'est égal à un certain nombre que multiplie la concentration du réactif. Donc ça, c'est ma définition. Ça, c'est ma définition de la vitesse de la réaction d'ordre 1. Je pense que vous devinez peut-être, si j'ai une réaction d'ordre 2,
c'est que ma concentration est au carré. Si une réaction d'ordre 3, c'est que ma concentration est au cube, etc. À partir de ces... Donc voilà, fin de la définition. À partir de ces deux relations, je vais trouver l'expression de la concentration du réactif en fonction du temps. C'est bon, tout le monde y est? Pour ça, remarquez quelque part, ça va être assez rapide, mais pour ça, je vais écrire les deux choses en même temps. C'est-à-dire que si la vitesse de disparition du réactif, c'est ça, si la vitesse de disparition du réactif, c'est ça, je peux en déduire l'égalité entre mes deux qui sont ici. Ça veut dire que j'ai K fois la concentration du réactif qui est égale à moins dérivée de la concentration du réactif par rapport au temps. Si A égale B et si A égale C, bah B égale AC. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Je vais passer ma dérivée à gauche pour avoir une relation. J'ai donc K fois la concentration de mon réactif plus la dérivée de la concentration du réactif par rapport au temps est égale à 0. Et à partir de ça, je peux mathématiquement déterminer la forme de ma concentration. Je vous passe les étapes que vous n'avez pas à justifier du calcul qui permettent à la solution. Donc par contre, oui. Parce que en fait, je dis que les deux sont égales. C'est pour ça que je vous ai mis cet intermédiaire-là. Ça veut dire que VR ici est égal à VR ici. Là, on est d'accord? Et ensuite, comme je veux tout passer à gauche, eh bien comme j'ai un moins ici, c'est pas parce que c'est une dérivée que si j'avais moins 3 ici, quand je le passerai à gauche, ça ferait plus 3. Et donc mon moins ici. Donc vous notez, c'est une équation différentielle. Je mets au tableau. Oui. Et quoi? Oh, pardon. Merci. C'est une équation différentielle je ne sais pas trop jusqu'où vous devez aller en maths. Une équation différentielle, c'est une équation où vous avez la fonction, sa dérivée, éventuellement sa variable, donc on fait intervenir petit t, éventuellement ça peut même être la dérivée seconde. Donc c'est des équations qui mêlent les fonctions dérivées avec les fonctions elles-mêmes. Donc c'est une équation différentielle dont la solution est de la forme. C'est une équation différentielle dont la solution est de la forme. C'est une équation différentielle dont la solution est de la forme. Dont la solution est de la forme. Donc concentration de R est égale à grand C exponentielle moins kt. Ça, exponentielle, vous l'avez fait. Vous avez fait les exponentielles complexes ou pas? Exponentielle du θ? Pas encore. D'accord. Bon, c'est pas grave, de toute manière, c'est pas complexe. Dont la solution est de la forme grand C exponentielle moins kt, où C, là vous allez retrouver quelque chose qu'on a vu en détail, est une constante de primitive. Où C est une constante de primitive.
les deux C. Ah, non. Là, c'est un E. C'est le nombre de Neper. Enfin, c'est E, quoi. C exponentielle moins kt. J'ai une constante de primitive. Je fais comment pour avoir sa valeur? Ouais, mais en mécanique, comment je fais pour avoir la valeur de la constante de primitive? Voilà. Et ça, c'est facile. Donc, pour avoir ma constante de primitive, je me place à t égale à 0. Donc, si je suis à t égale à 0, ah, j'ai le droit. Ouais. Par contre, exponentielle moins 0, ça fait 1. Donc, en fait, à t égale à 0, je retrouve les mêmes équations qu'en mécanique. Hein. Ma concentration du réactif, c'est la constante de primitive. Et à t égale à 0, ma concentration du réactif, c'est quoi? C'est Ouais. Bah ouais, c'est ça. C'est tout simplement la concentration du réactif initiale. Et celle-là, elle vous est donnée dans l'énoncé. Ouais, on fait réagir du permanganate de potassium avec une concentration de MnO4- de 2,10 puissance moins 3 mol par litre. 2,10 puissance moins 3. Et donc, on fait comme d'habitude. La concentration du réactif à t égale à 0, c'est la constante de primitive. La concentration du réactif à t égale à 0, bah, c'est la définition de la concentration initiale. Donc, ma primitive, c'est la concentration du réactif initiale. C'est vraiment comme on fait en mécanique. Ce qui fait que l'expression complète de ma concentration du réactif, c'est donc la concentration du réactif à l'état initial. Ils sont de moins en moins nombreux, c'est normal. Et c'est le Covid. Non, d'abord, j'ai l'essentiel. Oui. Hein, ça peut-être les meilleurs, là. Voilà. C'est ça, hein? D'abord, c'est ça. Ah ouais. Voilà. Il y a que les mecs qui prêtent. Non, non, c'est parce qu'elles ont peur de toi. Bon, mais il faut bien 25 ES pour faire cette spécialité physique. Bon, je termine. Donc là, exponentielle, moins kt. Donc voilà la solution. Et quand on représente cette fonction mathématique, on retrouve l'évolution du réactif au cours du temps on dessine depuis le début du chapitre. C'est pour ça que je vous parle d'exponentielle inverse, c'est parce que c'est exponentielle moins quelque chose. Oui. Il est en facteur, c'est une multiplication. C'est concentration initiale du réactif fois exponentiellement kt. Oui. Oui. Comme on fait avec la loi horaire de la mécanique, il faut savoir faire tout ça. Donc c'est vraiment à réécrire tel quel. La seule chose qui va changer, bien sûr, c'est le R. Si c'est du permanganate de potassium, on mettra MnO4-. Enfin bref, vous mettez le symbole de votre réactif. Mais tout le reste, c'est vraiment mot pour mot ceci. J'ai un doute, subitement. Je vous ai donné le nom de la constante K. Ah, alors, notez-le là, notez-le à cet endroit-là. Notez que K est appelé constante de vitesse. K est appelé constante de vitesse. Non. Rappelez-vous, hein,
ce qu'on a fait sur les constantes de primitive. Le mot qui est important, c'est pas primitive, c'est constante. Et comme ma valeur de C est constante, bien finalement, sa valeur est la même, quel que soit l'instant que je prenne. Et donc après, derrière, moi, je choisis le temps qui me paraît être le plus simple pour faire mon calcul. Mais je pourrais calculer C à t égale 5 secondes. Je pourrais calculer C à t égale 3 heures. C'est pour ça que je prends t égale à 0, parce que c'est le moment où elle est la plus facile à calculer et que de toute manière, j'obtiendrai le même résultat, quel que soit l'instant que je prenne. Donc, comme on a fait pour en mécanique, il faut tout le temps prendre t égale à 0. Donc, mettez bien que K est la constante de vitesse, et attention, c'est des secondes moins 1. Donc, les unités, c'est des secondes moins 1. Alors, c'est pour ça que c'est une constante de vitesse. Et là, effectivement, peut-être que le terme est un peu mal choisi, parce que ce n'est pas une vitesse. Alors, la plupart du temps, on vous demande de le calculer. Il y a même des fois où il n'y aura rien du tout. C'est-à-dire qu'il faudra écrire K et puis c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous demander comme chose là-dedans? Premièrement, comme en mécanique, refaire ça. Deuxième chose qu'on peut vous demander, vérifier que ça correspond bien à la solution de l'équation qu'on a écrite auparavant, dérivée de la concentration par rapport au temps, plus K fois R est égal à 0. Donc vérifier que c'est une bonne solution. Troisièmement, faire un graphique à partir de ça. Oui. Oui, c'est pour ça que je vous l'ai fait écrire. Il faut vraiment, c'est comme on a fait pour la loi horaire, c'est du copier-coller. Après, vous pouvez mettre des petites phrases, enfin on peut changer légèrement les trucs, mais tout ce que je vous ai mis, c'est les étapes qui sont nécessaires. D'autres questions? Alors, oui. Alors, E, c'est ce qu'on appelle l'exponentielle. En fait, E, c'est un facteur dont on va se préoccuper essentiellement de sa puissance. C'est-à-dire que ce que vous avez là, c'est un peu la même idée que si je fais ça. Mais, au lieu de le faire sous cette forme-là, je le fais plutôt sous cette forme-là. Parce que ce truc-là, il vaut 2,718. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que son exposant est variable maintenant. C'est la même chose que ça. Quelque part, c'est un peu la même chose que ça. C'est une puissance. Oui. Pardon? Ah oui, bien sûr. Ouais. Alors, ça dépend de ce que vous mettez comme valeur de x aussi. Mais l'exponentielle est toujours supérieure à x au carré, c'est pour ça que la limite, etc. Enfin, mais là, ici, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Parce que ici, ce que j'ai, c'est une exponentielle négative. Donc forcément, il va être plus petit que ça. D'autres questions? Alors, donc, vous notez la première question. Montrer que le résultat obtenu est bien une solution. Montrer que le résultat obtenu est bien une solution de l'équation différentielle. Est bien une solution de l'équation différentielle. Donc c'est pour ça, M. Carval, que je disais que ça va être, disons, plus difficile pour vous qui n'avez pas vu les exponentielles que vos camarades. Mais bon, après derrière, une fois qu'on l'a vu, on l'a vu. Quoi. Je pense que ça ne posera pas. Enfin, c'est vrai que c'est assez théorique. Donc, j'ai cette relation. Et donc, effectivement, comme le faisaient remarquer vos camarades, j'ai cette mauvaise habitude de rien mettre quand j'ai une signe multipliée. C'est vrai que c'est mieux de mettre un petit point pour signifier que j'ai concentration du réactif initial fois exponentielle moins kt. Donc ça, c'est ma formule. Je veux vérifier que j'ai l'équation différentielle. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais dériver ma concentration du réactif. Donc je vais dériver concentration de R initiale fois exponentielle de moins kt par rapport au temps.
Alors, l'idée, c'est que mon équation différentielle, c'est dérivée de la concentration par rapport au temps plus k fois r égale à 0. Donc, pour vérifier que ça, c'est bien solution, bah, dans mon équation, j'ai une dérivée. Donc, je vais tout simplement calculer ma dérivée. Puis ensuite, je vais additionner à k fois r, et puis j'espère trouver 0. Enfin, j'espère, c'est sûr. Oui. Non. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était un paragraphe qui allait être compliqué. Là, il est purement théorique. Voilà, le R qui est ici, c'est le R qui est là. Donc, je ne me suis pas embêté, hein, je vais remplacer. C'est un petit peu comme quand on avait x est égal à moins 3t plus 2. Là, quand je faisais dériver de x par rapport au temps, je faisais dériver de moins 3t plus 2 par rapport au temps. Donc, je remplace la fonction par son expression. Ensuite, ça, c'est concentration de R initiale. Donc, ça, c'est une constante. Je sais pas, c'est 0,5, c'est 2 10 puissance moins 3, donc c'est une constante multiplicative. Donc, on a rappelé, quand on a fait notre travail sur les dérivés, que quand j'avais une constante multiplicative, je pouvais la sortir de la dérivée ou la laisser dans la dérivée comme je voulais. Autrement dit, moi, je la sors. Donc, concentration de R initiale que multiplie, il ne me reste plus que la dérivée de exponentielle moins kt par rapport au temps. Attention, je fais ça parce que ma concentration est constante et qu'elle est multiplicative. J'aurai concentration de R initiale plus quelque chose, ça, je n'aurai pas le droit de le faire. Oui. Pardon? Oui, il n'a plus de dérivée. Je l'ai sorti de la dérivée. Mais ça, j'ai le droit de le faire. C'est un peu comme vous faites, si je dérive 3x au carré, bah, c'est la même chose que 3 fois dérivée de x au carré. Voilà. Donc le 3, je le rentre et je le sors. Ça, c'est l'équivalent du 3. Ensuite, je reviens en maths. Pour reprendre les notations que vous avez dû prendre, quand j'ai f de x qui est égal à exponentielle à x, f' de x, c'est quoi la dérivée d'une exponentielle? Ouais, alors la dérivée de l'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Mais la dérivée de l'exponentielle, je ne sais pas, par exemple 3x. Ouais, c'est ça l'idée. Et donc, la dérivée, en fait, ici, c'est juste ça. Autrement dit, quand je dérive exponentielle à x, j'obtiens a fois exponentielle à x. Donc, je garde la même fonction. Si j'ai exponentielle 3x, ça me fait 3 fois exponentielle 3x. Mais moi, dans ce qui m'intéresse, donc ça, c'est le rappel de masse. Ce qui m'intéresse ici, c'est que moi, j'ai exponentielle moins kt. Donc, le a que j'ai ici, c'est le moins k que j'ai ici. Tout le monde voit bien là? Hein, vous vous rappelez qu'en physique, au lieu d'écrire x, j'écris petit t. Parce que c'est le temps qui m'intéresse. Donc ici, c'est l'équivalent de x. Et donc ça, c'est l'équivalent de a. Donc, et puis ma dérivée, c'est l'équivalent du f'. Donc, ma dérivée de exponentielle moins kt par rapport au temps, bah, j'applique cette formule-là, c'est moins k exponentielle moins kt. Ouais. C'est la même idée. C'est une notation physique au lieu d'avoir les notations mathématiques, mais c'est mon idée, je dérive simplement en multipliant par ma partie constante. Alors, vous m'aviez posé une question tout à l'heure en disant est-ce qu'on rédige de la même manière que là? Là, tout ça, c'est pas la peine de me le faire en devoir ou au bac. Tout ça, c'est pour bien vous expliquer comment je fais les choses petit à petit. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, c'est pas un problème. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Oui. Ah, n'oubliez pas, ça, tout ça, c'est le problème des notations physiques, tout ça, c'est l'équivalent de ça. Donc là, j'ai pas de BTA, c'est juste exponentiellement kt prime. Vous verrez l'année prochaine, c'est ce qu'on appelle
c'est pas des dérivés en fait, c'est des différentiels. C'est pour ça que moi, au début, c'est mon équation différentielle. Il y a un changement de nom. C'est pour ça qu'il y a un changement de notation. Parce que c'est pas tout à fait la même chose. Presque, mais pas tout à fait. Donc, si je reprends ce truc-là, il ne faut pas oublier ma concentration de R initiale. Donc, je reprends ici. Tout le monde a pris ça? Je peux l'effacer cette partie-là? Je continue dans l'ordre logique. Donc, en utilisant ce que je viens d'écrire ici, ça me dit donc que la dérivée de la concentration du réactif par rapport au temps, c'est donc concentration initiale de ce réactif fois moins K exponentielle de moins KT. Celui-là, c'est celui-là. Et donc, je l'ai mis là. Ensuite, j'ai des parenthèses, donc je développe, parce qu'écrit comme ça, mon moins, c'est pas terrible. Donc, la dérivée de la concentration du réactif par rapport au temps, c'est donc moins K, concentration du réactif initial, exponentielle moins KT. Vous voyez, j'ai développé ma parenthèse. Oui. Oui, toujours pareil, c'est une multiplication. Il y a un point ici et il y a un point ici. Alors ça, vous avez raison. C'est mes petites... J'aime pas avoir des moins au milieu de mes expressions parce que j'ai toujours peur qu'on prenne ça comme une soustraction. Comme c'est multiplicatif, moins je le mets devant. Après qu'on mette K fois R initial ou qu'on mette R initial fois K, c'est comme si j'écrivais 2 fois 3 au lieu d'écrire 3 fois 2. Donc là, je le mets comme je veux. Hein. En fait, je triche un petit peu. Parce que je le mets sous cette forme-là, parce que je sais où je vais. Hein. Alors, je vous prends 2 minutes, et regardez, ça. Et bien, c'est ça. Voilà. Oui. Ce qui fait que ma dérivée du réactif par rapport au temps, c'est moins K fois la concentration du réactif. Voilà, et on prendra 10 minutes pour finir ça lundi. Voilà. Ah non? Parce que vous faites par rapport à un même terme, vous n'oubliez pas. On n'a pas moins K plus exponentielle. On a moins K fois exponentielle. Donc c'est les disponibilités sur les deux termes. Au revoir. Bon, hein, on voit bien quand même à ce que je vous disais. Même si c'est pas tout à fait la même couleur, il est quand même plutôt païen là.